Bonjour à tout le monde et merci pour l'invitation et je suis vraiment ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour vous présenter le projet, on l'appelle pas étude, mais projet Scopica, la cohorte suisse des professionnels de la santé et des proches aidants et notamment quelques résultats qui concernent le canton de Vaud. Non, les médecins, excusez-moi. Comment est-ce que je peux faire D'accord, pardon. Ce projet s'inscrit dans le contexte qu'on connaît actuellement. On en voit paraître presque tous les jours, en tout cas toutes les semaines, des articles dans les médias professionnels ou de publics, qui concernent principalement les médecins, mais aussi les infirmières. On a eu récemment aussi toute une série de temps présents sur le harcèlement, sur les conditions de travail, la manifestation sur la place de Berne des professionnels de santé, des professions médicales qui incluent pas seulement les médecins, mais aussi par exemple les chiropraticiens et pharmaciens, la grève des TRM précédemment en début d'année. Les conditions de travail sont difficiles, il y a une pénurie, une mauvaise répartition sur le territoire, on a de la peine à recruter dans certaines spécialités, on a de la peine à faire entrer les gens dans les formations, entrer les gens dans la profession, donc toute une complexité et des conditions relativement difficiles pour les professionnels de santé. Avant de parler de Scopica et des médecins, peut-être juste se poser une question. C'est quoi la taille de la force de travail en santé en Suisse? Quand on parle de professionnels de santé, de force de travail, on parle de combien de personnes? 1 million, 750 000, 500 000, 300 000, un autre chiffre? Qu'est-ce que vous diriez? Tout ce qu'on appelle force de travail en santé. Alors, 1 million, mais 1 million, pourquoi 1 million? Basé sur quoi? Et puis 1 million de Parce qui? que j'avais entendu dire que c'est environ 10% de la population qui est dans la santé. Ok. D'autres idées? Plus? Moins? Ok. Et puis qu'est-ce qu'on aurait comme source? Alors là, vous dites 10% de la population travaille dans la santé? C'est ce que vous avez dit? Ouais. Ouais, j'ai dit ça, mais je connais pas, Oui, Qu'est-ce alors que... c'est une Ouais, non, notion mais dont je ne c'est connais bon. pas la source. Qu'est-ce qu'on a comme autre source? Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme source? Office fédéral de la santé. Et puis, De la santé, de la public? statistique. Oui, mais alors eux, ils se basent sur quoi? Est-ce qu'il y a des registres? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quand, je crois, ils ont des... Secrétariat de l'économie et de la santé? Ouais, l'économie, ouais. Mais ils ont des chiffres qui viennent d'où? Bon, je ne sais pas si vous avez entendu, il y a certains registres, MEDREG, les registres des professions médicales, NAREG, GESREG, d'autres registres. Qu'est-ce qu'on en pourrait avoir comme autre source? On a les sociétés cantonales qui délivrent des autorisations de pratique, mais pas toutes les professions ont besoin d'autorisation de pratique. Les registres sont de loin pas exhaustifs. Et puis on a aussi éventuellement les sociétés professionnelles, mais on n'est pas obligé d'être affilié aux sociétés professionnelles. Donc là, je vous donne quelques chiffres. Il y a l'enquête suisse sur la population active qui dit à peu près ce que vous dites, que 2 tiers de la population suisse est active et parmi celles-là, 15% travaillent dans le secteur santé et social, ce qui ferait à peu près 800, 900 000 professionnels de la santé, personnes. Selon le chiffre de l'OFSP, il y a à peu près 600 000 personnes équivalent temps plein qui travaillent dans les hôpitaux, cabinets, soins à domicile et MS, et il y aura à peu près 50 000 personnes dans la communauté, c'est les estimations de l'Obsan. À cela s'ajoute, dans la définition de la force de travail en santé, l'OMS inclut les proches aidants. Il y a entre 6 et 16% de la population qui est proche aidante, donc au moins 600 000 personnes qui sont proches aidantes. Donc en fait, c'est largement, effectivement, c'est 1 million de personnes dont on parle. Et maintenant, si on fait un focus sur les médecins, il y a combien de médecins qui travaillent en Suisse? Où, quoi, comment? Qu'est-ce qu'on sait sur eux? Si vous voulez répondre, j'arrive avec le microphone si jamais. Comme ça, à la maison, ils entendent aussi, pas à la maison, au cabinet. Si on doit décrire les médecins en Suisse, qu'est-ce qu'on sait d'eux? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ils travaillent beaucoup. Oui, les médecins qui travaillent, qui sont actifs, oui, qui sont actifs, disons. C'est ceux qui nous intéressent pour la population, disons. Il y en a combien? 20 000. 20 000 médecins? Toutes les spécialités, tout confondues? 60 000. 60 Plus? Qu'est-ce qu'on sait d'autre? Ils sont âgés, pas âgés? Répartition homme-femme? Toi âgé? Ils sont vieux, âgés. Ils ont plus que 60 ans. Plus que 60 ans, ok. Des hommes, des femmes? 2 tiers, 1 tiers homme-femme? Ok. Spécialiste versus quoi? Médecin interniste généraliste versus spécialiste?
Ok, on voit qu'on ne sait pas forcément non plus beaucoup sur les médecins. Alors là, je vais vous donner quelques chiffres suisses avant de passer à Scopica. Alors ça, c'est les chiffres, c'est ceux de 2023, ceux de 2024 sont presque les mêmes, de la statistique médicale de la FMH, qui inclut tous les médecins qui sont membres de la FMH, mais pas forcément tous ceux qui sont en formation postgraduée, parce que pas tout le monde qui est en formation postgraduée n'est déjà affilié à la FMH. Il y a à peu près 41 000 médecins qui travaillent en Suisse, après moitié-moitié hommes-femmes, 47% hommes, femmes, 53% hommes. Secteur ambulatoire un peu plus la moitié, un peu moins dans le secteur hospitalier. Âge moyen, 50 ans. Et puis toujours de plus en plus de personnes qui exercent en cabinet de groupe. Et après, là, on voit l'évolution aussi des diplômes étrangers. Si on regarde ce graphique en bas, donc la Suisse compte sur à peu près 40% de médecins qui ont une formation ailleurs, qui a été faite ailleurs qu'en Suisse. Quelques chiffres. Après, qu'est-ce qu'on sait d'autre? Ça, c'était une enquête qui a été faite par la Société de médecine interne générale, qui a envoyé un questionnaire à ses membres. Il y a à peu près un tiers, un peu moins de 2000 personnes qui a répondu. Et on leur a demandé quel était leur taux d'activité actuel et quel était leur taux d'activité dans le futur, 10 ans plus tard. Et sur ce, ils ont fait une estimation assez grossière, simple, du nombre de personnes qui manqueraient en médecine interne générale. Parmi ceux qui répondent et qui font partie de ces sociétés, il manquerait à peu près, en 2033, plus de 2300 équivalents plein temps de médecins internes généralistes. Qu'est-ce qu'on sait d'autre? Il y a aussi toute une série de travaux qui ont été faits par l'Observatoire de la santé. Là, ils ont fait toute une série de travaux sur le taux de couverture, c'est-à-dire quelle est le taux de couverture, c'est un ratio qui considère dans le numérateur le recours au service actuel, combien de consultations ont été faites, et en dénominateur, il y a le recours estimé selon le besoin, en fonction de l'âge et de la répartition sociodémographique, des caractéristiques sociodémographiques des personnes et de quelques caractéristiques de morbidité et de mortalité. Si le ratio est inférieur à 100, c'est-à-dire que le dénominateur est plus grand, il y a plus de besoins que de recours. Okay, donc on se retrouverait dans les cases orange, orangé, foncé. Plus c'est foncé, plus le taux de recours, le taux de couverture est bas. Donc c'est un peu un équivalent, un proxy. On fait l'hypothèse que s'il n'y a pas assez de recours, c'est qu'il n'y a pas assez de médecins. C'est pas forcément que ça, mais c'est en partie probablement ça aussi. Et on voit que certains cantons sont plus ou moins bien lotis en termes de médecins internés généralistes. Pour un autre exemple, pour vous illustrer ça, si on regarde tout ce qui concerne la psychothérapie et puis la psychiatrie, largement beaucoup plus orange foncé, donc un taux de couverture qui semble insuffisant dans la plupart des cantons, avec un grand, a priori, manque de professionnels qui peuvent fournir ces prestations. Si on regardait l'image de la cardiologie, il y aurait un peu plus de bleu que de orange, grosso modo, pour certaines spécialités. Oui? Ça m'étonne juste le taux de 168% pour les psychiatres dans le canton de Vaud, parce qu'on sait toutes et tous que trouver un psychiatre, c'est un cauchemar. Donc je me demande comment est-ce que ça reflète notre pratique de tous les jours. Alors, c'est juste pour donner une indication grossière, comme l'enquête de la SSMIG, ça donne une tendance de ce qu'il y a. Il y a des faiblesses dans ces calculs, parce qu'on a que les prestations qui ont été annoncées à l'assurance. Pour beaucoup de nombre de prestations, ils n'ont pas pu attribuer un médecin général, un médecin, quelle spécialité. Donc il y a des faiblesses, mais ça donne grosso modo. Il ne faut pas regarder les chiffres précédents. C'est juste pour montrer un petit peu ce qu'il en est. Et les cantons, quand ils utilisent ces chiffres, ils ont le droit de faire un calcul particulier pour adapter au contexte du canton, comme outil pour l'OFSP, pour les cantons. Après, il y a d'autres travaux qui ont été faits en 2022 et 2023 sur les projections des besoins et des effectifs de médecins spécialistes en Suisse. Les conclusions sont que les besoins sont couverts seulement si l'immigration des médecins étrangers reste relativement élevée. Et ça, dans toutes les spécialités, même en cardiologie, même en orthopédie, par exemple. Deuxième conclusion, en psychiatrie, en médecine de premier recours, les besoins seront à peine couverts. Et dans certaines spécialités, pour autant qu'on puisse compter sur des médecins qui ont été formés à l'étranger, les besoins devraient être couverts. Qu'est-ce qu'on sait d'autre? Alors, est-ce qu'il y a des répercussions de cette pénurie, de ce manque de médecins? Ça, c'était en haut, le premier graphique, c'est une enquête de la FMH qui demandait aux personnes qui travaillaient en cabinet s'ils étaient d'accord, tout à fait d'accord en orange, pas du tout d'accord de l'autre côté, sur les effets de ce manque de personnes, les conséquences mentionnées ci-dessous d'une éventuelle pénurie, temps d'attente plus long pour les patients, oui, détérioration d'état de santé physique et psychique, multiplication des licenciements. Donc, si on regarde toutes les lignes orange et jaune, les médecins qui travaillent en cabinet voient au quotidien ou voient des répercussions de la pénurie des médecins.
Et puis là, en bas, c'est une enquête de l'ASMA qui date de l'année passée aussi, qui montre la proportion des personnes qui ont une expérience personnelle de la mise en danger des patients et des patientes, avec le non jamais qui était là de 47% en 2013, qui est monté à non jamais à 25%. Donc en fait, une personne sur 4 seulement n'a jamais expérimenté une expérience de mise en danger de patients dans le contexte de pénurie. Et puis finalement, ça c'est un chiffre que vous connaissez aussi, c'est une enquête de la Société des étudiants en médecine qui montrait fin 2023 qu'à peu près un tiers des étudiants, une fois qu'ils sont confrontés à la vie clinique, qui voient leurs pairs, leurs internes chez les cliniques travailler dans les premiers stages, hésitent à rentrer dans la profession. Et on le sait, ça coûte à peu près 800 000 francs pour former un médecin, donc c'est quand même un grand gaspillage, peut-être pas personnellement parce qu'on apprend toujours d'être formé, mais pour la société en termes de ressources investies. Alors, qu'est-ce que peut amener Scopika comme résultat et données? Alors, avant de vous montrer quelques résultats globaux et spécifiques aux médecins, et encore plus spécifiques aux médecins internes et généralistes versus les autres spécialistes, je vous présente très brièvement ce projet si vous ne le connaissez pas. Il a deux objectifs généraux. Le premier, c'est de décrire et comprendre les trajectoires et les expériences professionnelles. Ce n'est pas une étude épidémiologique sur la santé, mais vraiment les trajectoires, les expériences, et comment ces dernières facilitent ou empêchent les personnes, donc les professionnels de santé, d'incarner leur rôle et de rester dans la profession, dans leur emploi. Et deuxième but important, c'est pour ça qu'on n'appelle pas une étude mais un projet, c'est de fournir des résultats et des données personnalisées, complets et mises à jour sur les professionnels de la santé, au niveau suisse, régional, cantonal, aux différents acteurs du système de santé. Donc il y a un grand intérêt, une volonté de transmettre ces résultats et de fournir aussi des données à ceux qui seraient intéressés de les analyser. Qui est-ce qu'on cible? Là, je parle vraiment du volet professionnel de la santé et pas du volet proche aidant. On avait estimé au départ, et ce qu'on a soumis à la commission d'éthique, qu'on voulait à peu près entre 5 et 10 000 professionnels de la santé qui entrent dans Scopika. Ça nous permettait de faire des analyses globales et en fonction de certains sous-groupes. Si toutes les analyses, on les veut faire aussi au niveau des techniciens en radiologie, il faudrait évidemment avoir beaucoup plus de monde dans tous les sous-groupes, mais globalement, 5 à 10 000 était suffisant sur un horizon de quelques années. Et on n'inclut évidemment pas que les médecins et les infirmières, mais tout le monde qui est en contact direct avec les patients, pharmaciens, assistantes pharmaciennes, psychologues, psychothérapeutes, chiropraticiens, ostéopathes, diététiciennes, techniciens de laboratoire, en radiologie, etc. Donc tout le monde, et ce, à travers la Suisse. C'est une cohorte ouverte parce qu'en fait, on a inclus depuis 2022 un certain nombre de patients, donc de personnes. Tous les automnes, on recrute de nouvelles personnes et on suit les personnes qui ont été précédemment incluses. On a commencé le premier recrutement entre le 1er octobre 2022 et fin janvier 2023, donc c'est toujours 4 à 5 mois de recrutement. On a la première année eu 1707 personnes. La deuxième année, l'année passée, suite à ce premier résultat et à la mise à disposition via un dashboard, et voilà, on a parlé de plus en plus de ce projet, on a réussi à recruter 4220 nouvelles personnes et un certain nombre, à peu près la moitié, qui ont la première fois, qui ont suivi la deuxième année. Et cette année, on vient de clore le troisième recrutement et on a à peu près 3000 nouvelles personnes et 2200 qui ont participé au follow-up. Donc c'est des questionnaires et puis on va inclure, grâce à l'obtention de Fonds national, une partie qualitative, on va faire des entretiens, des focus group avec des professionnels pour creuser, approfondir certaines thématiques. C'est un questionnaire en ligne, une centaine de questions, à peu près 30 minutes à répondre. Il y a des outcomes, des résultats principaux qui sont l'intention de rester dans l'emploi, dans la profession, dans le domaine de la santé, le bien-être et les trajectoires professionnelles qui seront des variables construites avec les données qu'on collecte. Et on a évidemment toute une série de données sociodémographiques et socioprofessionnelles, âge, genre, état civil, enfants, revenus, est-ce qu'on est proche aidant ou pas, etc. Et puis toute une série de questions qui permettent de caractériser l'activité professionnelle des différentes personnes, dont vous voyez quelques exemples. Cette année, on a aussi inclus un calendrier de vie. C'est un outil qui a été développé par le professeur André Berchtold à l'Université de Lausanne, qui permet de récolter rétrospectivement des données sur tout le parcours professionnel. Donc, ça a été assez lourd parce qu'en fait, depuis, je sais pas, à notre âge ou à nos âges respectifs de certains d'entre nous, si on doit remplir 30 ans de parcours professionnel, ça peut être assez lourd, mais on a collecter des informations sur les parcours et à chaque fois les événements de vie, les lieux de vie, etc. Et puis à chaque fois, il y avait un certain nombre de questions, ce qui nous permettra de regarder en détail ces différents parcours. Alors là, je vais vous présenter les résultats pour ces 5927 personnes qui ont des données baseline du premier questionnaire de 2022-2023.
Là, vous voyez la représentation des professions, elles ne sont pas toutes là, mais les principales. On a un tiers d'infirmières, ce qui correspond à peu près aussi, on sait qu'on a à peu près plus de 200 000 infirmières qui travaillent en Suisse, hein, c'est la profession la plus représentée. Plus de 700 médecins, dont à peu près la moitié de médecins de première cour et médecins entre spécialités, ce qui ne représente pas la répartition habituelle, parce qu'on a plutôt, il me semble, 20% ou 25% de médecins internistes généralistes et les autres sont des spécialistes. La MFE a fait beaucoup de publicité, aussi le groupe des jeunes JSAS, un peu plus, les jeunes médecins de famille, voilà, je m'en rappelle, qui ont fait pas mal de publicité, donc on a pas mal de jeunes et de médecins internistes généralistes. Des physios, des sages-femmes, des infirmières spécialisées, des ambulanciers qui ont fait une grande campagne de recrutement l'année passée, des ergothérapeutes, des ASCC, etc. La majorité sont des femmes, 2 tiers ont une formation qui a été faite en Suisse. Et là, vous voyez la répartition d'âge, 32% des personnes, 1 tiers ont moins de 35 ans, ça ne représente pas tout à fait la répartition qu'on connaît, qu'on voit parmi les autres données qu'on a trouvées en Suisse. On a une population qui est un peu plus jeune que celle qui travaille en Suisse. Et puis la répartition des taux d'activité que vous voyez tout à droite. Là, la majorité quelques autres caractéristiques, je suis désolée, je les ai laissées en anglais, la majorité ont des enfants. On voit que à peu près un quart sont actuellement proches aidants. 13%, un sixième étaient proches aidants il y a quelque temps. Et là, c'est le pays de formation principale initiale, c'est la Suisse. Les professions, je viens de vous les montrer, j'ai pas besoin de vous les remontrer. Et là, c'est pour vous montrer où ces personnes principalement travaillent, dans les hôpitaux publics, mais pas que. On a toute une série de personnes qui travaillent dans les cabinets de groupe, dans le préhospitalier, ambulance, service d'urgence, dans des cabinets aussi à 1 ou 2 personnes, dans les EMS, à domicile comme indépendants, dans les soins à domicile, etc. Donc on a une répartition de personnes, on n'a pas que des gens de l'hôpital, on n'a pas que des gens salariés, on n'a pas que certaines professions, donc on a une variété de professionnels. Maintenant, les outcomes principaux, intention de rester dans la profession et le bien-être. Alors là, c'est des graphiques qui vous montrent toutes les professions pour lesquelles on a en tout cas 50 répondants. Et puis, c'est les réponses à la question, est-ce qu'ils ont l'intention de rester dans la profession dans les prochains mois si les conditions restent les mêmes, par profession. Pas du tout l'intention en rouge, pas tout à fait en orange. Donc si on regarde ça, c'est classé par ça. On voit que le personnel soignant intermédiaire, donc les ASCC, l'équivalent des ASCC, sont la profession qui ont le moins l'intention de rester dans la profession dans les prochains mois. On voit les assistants pharmaciens, les infirmières diplômées, les techniciens en radiologie, les auxiliaires de santé, les pharmaciens. Les médecins se trouvent là avec 11% de pas tout à fait l'intention de rester en profession. Ce qui est intéressant maintenant avec ces données de plus de 6000 personnes, c'est qu'on a toute une série de professions pour lesquelles on a des données, alors qu'avant, on avait surtout des données pour les infirmiers et médecins, si on avait quelque chose, mais pas pour toute une série de toutes ces autres professions. Après, le bien-être. Là, c'est une échelle de bien-être, un score global. Plus le score est élevé, meilleur le bien-être. C'est mieux de se trouver à droite de ce graphique. La petite traitillé vert, c'est la médiane, donc où se trouvent les 50% des gens. On voit que c'est une échelle qui va on l'a mis sur 0 et 10. Les médecins font partie, si on regarde le gauche du graphique, des professions qui reportent un bien-être moins bon que d'autres professions. On a un peu un trio de tête qui se retrouve assez souvent là avec des scores bons, c'est les assistantes médicales, les ambulanciers, les diététiciennes qu'on voit tout à droite. Maintenant, quelques déterminants de cette intention de rester dans la profession et le bien-être. Là, l'exemple de l'équilibre vie professionnelle, vie privée, ce score fait que les scores les moins bons sont bas. On a un moins bon équilibre vie privée, vie professionnelle. On retrouve en première position, en dernière position, les médecins. Et les professions qui reportent un équilibre vie professionnelle, vie privée le meilleur, on retrouve diététicienne, assistante médicale, assistante en pharmacie, ergo aussi de temps en temps. Donc on voit qu'il y a quand même une sorte de gradation des personnes dans les professions qui reportent des choses différentes, des vécus différents. Ce qui est intéressant aussi, on a très peu de données sur les pharmaciens. On voit que les pharmaciens sont aussi une des professions qui ont souvent des scores mauvais ou dans les moins bons, avec les infirmières diplômées qui sont les moins bons. Autre chose, possibilité de développement professionnel. Plus le score est élevé, plus on reporte de possibilités de développement. Et puis là, c'est un des domaines dans lequel se démarquent les médecins qui
ont des possibilités de développement qui sont plus importantes que pour d'autres formations. Si on regarde tout à gauche, c'est toutes les formations qui ont plutôt une formation apprentissage ou secondaire. Est-ce que les autres, les personnes reportent avoir assez de ressources pour faire correctement leur travail? Là, on a aussi, ça c'est aussi un autre indicateur. À gauche, c'est moins bon. À droite, c'est bon. C'est bon, c'est reporté comme étant plutôt suffisant. Les médecins, ici, se trouvent à peu près au milieu. Maintenant, on a une question sur le burn-out. On n'a pas l'occasion de donner tout le questionnaire, toutes les questions du Maslach ou d'autres questionnaires. Il y a une question qu'on peut réutiliser, qui est validée pour mesurer le burn-out. Et les échelles de réponse, c'est ça, en abrégé, burn-out complet jusqu'à pas du tout de symptômes. Et là, c'est par profession. On voit, il y a 16% des médecins qui ont des symptômes constants ou un burn-out complet. Et les techniciens radiologistes, c'est une profession dont on ne connaissait rien du tout, apparaissent comme étant relativement pas trop bien lotis dans l'exercice de leur profession. Oui. Concernant ces symptômes de burn-out, c'est des symptômes actuels pendant le questionnaire ou ont déjà eu ces symptômes durant leur profession? Actuel, c'est maintenant actuel. Ok, merci beaucoup. Si vous voulez, vous pouvez avoir les diapositives, je peux mettre la diapositive qui met toutes les dimensions, comme ça, en fait, il y a les références si jamais. Là, une autre question, c'est est-ce que les gens sont préparés à la réalité du travail? Est-ce que leur formation les a préparés à la réalité du travail? Donc, il y a une question d'affirmation. Est-ce qu'ils étaient préparés et sont tout à fait pas d'accord, ou un petit peu pas d'accord, jusqu'à tout à fait d'accord en vert? Et on voit qu'un certain nombre de professions se disent pas vraiment prêts à la réalité du travail. Les ergothérapeutes, les pharmaciens, on n'est pas trop étonnés, ils sont très forts en pharmacologie, puis finalement ils se retrouvent à gérer une pharmacie, ce qui n'est pas tout à fait la même chose qu'ils ont fait dans leurs études. Et les médecins, quand même, une personne sur 4 rapporte ne pas être préparée à la réalité du travail quand ils entrent dans la profession. On peut imaginer, des fois on se retrouve assez rapidement dans des situations délicates alors qu'on n'a pas vu beaucoup de patients. Là, c'est une question parce qu'on informe l'OFSP et l'OPSAN pour le monitoring national du personnel soignant sur certains indicateurs. On a ajouté l'année passée plusieurs indicateurs de qualité des soins. Et ça, c'est la question générale. Comment est-ce qu'ils évaluent la qualité des soins qui est donnée, qui est prodiguée à leurs patients dans leur environnement? On leur pose pas la question sur leur qualité des soins spécifiques, mais comment, dans leur environnement de travail, ils estiment que la qualité des soins est. Et là, on regarde, il y a quand même plutôt les gens, les professionnels de santé reportent vivre plutôt une bonne qualité des soins malgré toutes les difficultés ou tous les scores négatifs qu'on voit précédemment, ce qui est aussi prend une bonne nouvelle. Et on voit ça particulièrement chez les médecins, hein, donc il y en a juste 1% qui dit plutôt pas bon, mais autrement la grande majorité estime que la qualité des soins prodigués est bonne, voire très bonne, excellente. On a regardé de façon, ces premières données, un petit peu quels sont les facteurs qui sont associés à l'intention de rester. On a retrouvé, après les mêmes facteurs qu'on retrouve le plus souvent, plus le facteur en haut est le plus associé à l'intention de rester, donc plus le point est à droite. Et puis, on a l'équilibre vie professionnelle, vie privée, les opportunités de développement, le sens du travail, la surcharge, la reconnaissance, le salaire. Le salaire est un indicateur parmi d'autres, mais pas l'unique. Dans les commentaires libres, on voit que cet indicateur de salaire, de reconnaissance salariale, notamment pour les professions non médicales, commence à prendre plus d'importance que ce que ça n'était auparavant. Là, on a fait aussi une exploration de savoir si finalement on a une trentaine de professions qui sont représentées. Est-ce que les professions se ressemblent en termes d'intention de rester et ou en termes de facteurs, des résultats dans les facteurs? Et là, on a découvert qu'il y avait 5 clusters différents, donc 5 groupes de professionnels de la santé. Et pour chacun, on a mis les 2 professions les plus représentées. Je vous lis les titres. Tout à gauche, la plus haute intention de rester et puis des bons scores dans tout, dans la plupart des facteurs. La deuxième, c'est intention de rester peut-être un peu moins basse, mais haut salaire et faible équilibre vie professionnelle vie privée. L'autre, c'est à peu près la même chose, mais plutôt bon équilibre vie professionnelle vie privée et faible salaire. Après, tout à droite, je vous épargne la dernière, là tout à droite, c'est une basse intention de rester et des scores négatifs un peu dans tout. Où est-ce que vous pensez que les médecins se situent? Deuxième?
Oui, Ils disent avec deuxième. qui? C'est qui leur copain, leur meilleur copain de travail? Ça, dans ces clusters. Hein. Ils ont des bons salaires. Hein. Les techniciens en radiologie. Qui d'autre? Les pharmaciens. Ouais. Qui serait, c'est un peu facile, hein, qui serait maintenant tout à droite? Donc là, on a faible intention de rester et des mauvais scores un peu partout. Les deux plus fréquents, donc ça peut pas. TRME, il n'y en avait pas beaucoup. Les ASSC, on est plutôt du côté personnel soignant. Ok. Alors, là, on voit, donc vous avez raison, le deuxième, intention de rester à 4,1 sur 5, plutôt bonne, hein, mais vie professionnelle, vie privée, mauvais et bon salaire, on retrouve les médecins et les pharmaciens, effectivement. Tout à droite, on retrouve le personnel soignant intermédiaire, ASCC, et les infirmières diplômées, donc intention de rester basse, et puis des scores à peu près bas ou mauvais dans la plupart des déterminants. Et puis là, on a tout à droite des gens voilà, qui ont une autre intention de rester, des hauts scores. On a vu, c'est un peu ceux qui se trouvaient presque toujours sur la droite, les ambulanciers, les ergothérapeutes, puis après on a des zones un peu intermédiaires. Donc c'est intéressant, c'est évidemment que là c'est avec les premières données, 1700 personnes, mais ça, intuitivement, ça correspond à ce qu'on a l'impression de voir. C'est intéressant qu'on retrouve des regroupements, ce qui pourrait permettre aussi de pas se dire on fait des interventions, des projets uniquement pour une profession, donc on peut peut-être regrouper ce qu'on fait pour des groupes de personnes. Maintenant, on a ressorti, c'est la première fois que j'ai sorti ces résultats, parce qu'on vient de les sortir, faire des graphiques. Il me semblait que ça pouvait être intéressant de voir s'il y avait des différences entre les médecins spécialistes, généralistes, internistes et les autres médecins spécialistes. On a sorti quelques chiffres, là vous pouvez juste voir parmi, donc c'est plus de 700 médecins qu'on a. Parmi les internistes généralistes, il y a un peu plus de jeunes que parmi les médecins spécialistes, autres spécialistes. La répartition hommes-femmes est à peu près similaire, et puis on voit aussi que pour les médecins spécialistes, il y a une plus grande proportion qui ont un peu plus des hauts salaires, ce qui reflète, c'est aussi un peu le corollaire de la différence d'âge, etc., et puis de la spécialité, évidemment. La plupart des médecins internistes généralistes qui ont participé, évidemment, à Scopica, sont plutôt indépendants, il y a plus de spécialistes qui sont salariés, ils ont été tous formés à peu près en Suisse et à l'étranger de manière similaire. Les médecins internistes généralistes, il y a un certain nombre qui travaillent moins d'heures par semaine, c'est pas dire qu'ils seraient, mais qui ont un taux d'activité volontairement plus bas. Et puis là, on voit juste, on avait posé une question sur les absences de travail pour des raisons de santé, pas pour des raisons à cause de santé de travail. D'ailleurs, dans les 5 dernières années, il y a des spécialistes qui sont un peu plus absents pour des raisons de santé. Et puis, donc là, vous voyez toujours en bleu les médecins internistes généralistes, en gris les médecins spécialistes dans ceux qui ont répondu. Les spécialistes sont plutôt en hôpital public et les médecins internistes généraux travaillent plutôt en cabinet de groupe, deuxième ligne, avec après aussi l'autre répartition dans d'autres lieux de travail. Et ça, c'est les cantons où il y a le plus de participants. Donc le canton de Vaud est extrêmement motivé à faire du recrutement dans le canton de Vaud. On est aussi basé dans le canton de Vaud, donc on a beaucoup de personnes qui travaillent dans le canton de Vaud. Et puis on a d'autres cantons, Valais, qui a aussi fait une campagne de recrutement assez importante. Lucerne, où on a un contact avec les médecins internistes généralistes qui ont pas mal diffusé. Berne, Zurich, Argovie, Neuchâtel, Fribourg-Tessin. Neuchâtel a aussi fait du recrutement plus intense, parce qu'on a un mandat avec eux. Et puis le Tessin fait partie un peu du groupe de Scopica pour d'autres projets. Maintenant, alors, j'ai pris quelques résultats pour vous montrer la différence entre médecins internistes généralistes et des questions d'âge. J'ai mis des flèches rouges pour montrer les groupes qui sont un peu plus défavorisés dans certaines de ces valeurs. L'intention de rester dans la profession, dans le poste actuel. On voit que les jeunes, donc soit les médecins internistes généralistes, soit les médecins spécialistes qui ont moins de 50 ans, ils ont moins l'intention de rester dans le poste actuel que les médecins plus âgés. Puis après, par statut professionnel, on regarde ceux qui sont salariés aussi. C'est aussi un corollaire aussi. Parce qu'au début de formation, on a plus de chances d'être salarié que plus tard. Après, dans le bien-être, là, on voit des box plots, on voit ces rectangles qui varient pas beaucoup. Il n'y a pas de grosses différences entre les médecins internistes, généralistes, spécialistes, les âges, les statuts professionnels. Si on regarde le burn-out, là, j'ai souligné en vert une catégorie qui semble un peu mieux notée, parce qu'il y a plus de personnes qui ne reportent pas de symptômes et moins de personnes qui reportent beaucoup de symptômes, c'est les médecins spécialistes qui travaillent en tant qu'indépendants. C'est un peu la catégorie qui ressort par rapport aux autres.
Le stress, alors là j'ai mis la question, ah oui, voilà, ça c'est pour la personne qui voulait la question, là on l'a mise en français, dans l'ensemble, sur la base de votre définition d'épuisement, comment évaluez-vous vos degrés d'épuisement évidemment actuels? Après une question sur le stress, alors en vert, la catégorie qui semble remporter le moins de stress ces jours-ci, c'est médecins internés généralistes de plus de 50 ans, et puis si on regarde par statut d'emploi, les médecins internés généralistes et spécialistes salariés, eux, reportent plus de symptômes de stress. Donc être salarié, manifestement, est plus défavorable pour certaines de ces mesures. Équilibre vie professionnelle, vie privée, on n'a pas l'impression qu'il y a de grandes différences parmi toutes ces catégories d'âge et de type de spécialistes parmi les médecins. Et puis là, je ne vous ai pas montré graphique, parce que c'est à peu près la même chose. Si on regarde le sens au travail, la charge de travail, il n'y a pas de grande différence parmi les médecins plus âgés, moins âgés, indépendants, salariés. Tous ces résultats sont disponibles maintenant. Ça, c'est le nouveau dashboard qui inclut toutes les données 2022-2023 qui a été complètement refondu. Vous pouvez trier par différentes variables. Il y a tout qui est disponible. Donc, vous pouvez en voir plus. Et puis voilà. Donc, en résumé, la situation suisse et professionnelle de la santé est délicate et peu de données existent pour monitorer, planifier et gérer la force de travail en Suisse. Si on veut mettre en œuvre des politiques publiques, si on veut mettre en œuvre des projets, il faut qu'on ait plus de données pour cibler ça de meilleure façon, puis surtout mettre en œuvre quelque chose qui est evidence-informed, basé sur des données. Et parce qu'in fine, on a tous et toutes envie d'améliorer la qualité des soins des patients et la santé de la population. Les résultats concernant les médecins ont tendance à être du côté défavorable des scores. Et puis, comme on l'a vu juste maintenant, il existe peu de différence entre les médecins spécialistes généralistes et les autres médecins internes généralistes et les autres spécialistes, quel que soit l'âge et le statut. Il y a quelques différences, mais pas non plus majeures. Qu'en pensez-vous et que proposez-vous? Et ce sera la fin de ma présentation.